Trae Young est, pour beaucoup, l'un des joueurs les plus détestés du basket actuel. Il a subi des moqueries incessantes, des critiques impitoyables pour son style de jeu. Et bien qu'il ait les qualités d'une superstar, on lui rend à peine justice. Mais, et si je te disais que toute cette haine est profondément mal dirigée? Que les statistiques de Trae Young dépassent celles de LeBron à son âge et que, en dehors du terrain, c'est quelqu'un au grand cœur. Comment un joueur aussi talentueux en est-il arrivé à être si incompris? Pour le comprendre, il faut revenir à 1998. Rayford Young, ancien joueur émérite à Texas Tech, devient père et appelle son fils Trae. En quittant le basket professionnel, Rayford déménage avec sa famille à Norman, Oklahoma. C'est là que Trae commence à tomber amoureux du jeu en observant des idoles comme Chris Paul et Kevin Durant à l'époque des Hornets et des Thunder. Inspiré par son père et par des légendes comme Steve Nash, Trae s'entraîne jour après jour, peaufinant son style avec une détermination féroce. Pourtant, son chemin ne sera pas facile. Au lycée, il ne mesurait guère plus d'1,50 m, ce qui lui valait d'être rejeté par beaucoup. Mais cette sous-estimation n'a fait qu'allumer une flamme en lui. Il a forgé une attitude compétitive qui l'a poussé à écraser chaque adversaire se dressant sur sa route. Cette flamme intérieure lui vaudra une bourse à l'université d'Oklahoma dès l'âge de 15 ans, précisément l'endroit où, enfant, il récupérait les balles lors des matchs. L'entraîneur Lon Kruger l'a vu jouer alors qu'il n'était qu'en 9e grade et a déclaré « Il était évident que ce serait un joueur spécial ». Et ce fut le cas. Lors de l'été, entre sa 2e et 3e année de lycée, son niveau était si élevé qu'il fut invité à un camp Nike aux Bahamas où il partagea la piste avec des talents comme Jason Tatum, Malik Monk et De'Aaron Fox. C'était son moment pour briller, mais tout ne se passa pas comme prévu. Trae est arrivé au camp Nike aux Bahamas avec l'illusion de prouver qu'il était au niveau des meilleurs. Mais la réalité fut autre. Il avait à peine la force de traverser la ligne médiane. De'Aaron Fox le couvrait comme s'il était invisible et Gary Payton, son coach, hurlait depuis le bord du terrain. Malik va chercher le ballon. Trae, dépassé, se retrouva coincé dans un coin. Ce moment fut une claque de réalité, mais aussi un tournant. Ce que d'autres auraient en pris pour la fin, lui en fit une source d'énergie. Il passe tout l'été à perfectionner son maniement de balle, son physique et sa mentalité. Lors de sa dernière année de lycée, il a tourné à des chiffres démentiels. 42 points par match en moyenne. Ensuite, il représenta les États-Unis dans l'équipe U-18 et décrocha l'or. Ce n'était plus un projet frêle, c'était une menace réelle. Pourtant, même devenu une étoile en devenir, ESPN refusait de lui accorder la place qu'il méritait. On l'accusait d'être trop petit, pas assez fort pour finir au panier et peu utile défensivement. Rien de cela ne fit qu'amplifier le poids sur ses épaules. C'est alors qu'il prit une décision. Rester chez lui et jouer pour l'université d'Oklahoma. Dès le premier match, il explosa. Les comparaisons avec un certain Steph Curry commencèrent à fleurir. Même style électrique, même confiance quelle que soit la position sur le terrain. Et ce n'était pas qu'une comparaison. Le propre Steph déclara être fan du jeu de Trae. À chaque match, il gagnait en attention. Bill Simmons, réputé pour mépriser le basket universitaire, ne ratait aucun match d'Oklahoma. Il le déclara le meilleur meneur débutant qu'il ait jamais vu, devant même Magic Johnson ou Derrick Rose. Trae menait Oklahoma avec un bilan de 12-1. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que, soudain, tout s'effondre. Une défaite surprise contre Kansas State marqua le début d'une chute libre. 13 défaites lors des 19 matchs suivants. Et comme souvent, les mêmes fans qui l'adoraient commencèrent à lui tourner le dos. Malgré la chute libre de l'équipe, Trae ne chercha jamais d'excuses. Il ne blâma ni ses coéquipiers, ni l'entraîneur, ni le système. Il prit ses responsabilités. À chaque conférence de presse, il affirmait qu'il n'était pas à la hauteur de ce qu'il exigeait de lui. « Je n'ai pas réussi à trouver mon rythme. Depuis n'importe où, mais je dois m'améliorer et je le ferai », disait-il avec fermeté. Et malgré la déception collective, Trae Young grava l'histoire. Il devint le premier joueur de l'histoire de la NCAA à mener le pays à la fois en points et en passes dans une même saison. Un record qui parlait de lui-même. Pourtant, quand il annonça sa candidature au draft NBA en 2018, les critiques fusaient. Max Kellerman déclara publiquement qu'il aurait dû rester à l'université, qu'il n'était pas prêt. Que si le jeu lui paraissait difficile en NCAA, le saut vers la NBA serait un cauchemar. Et d'autres, comme Skip Bayless, furent encore plus directs. Il ne sera jamais un joueur dominant, il est trop petit. Mais ce n'était pas la première fois que la Ligue sous-estimait un petit meneur. En 2009, un jeune nommé Stephen Curry avait subi des reproches similaires. Trop faible, trop frêle. Et nous connaissons la suite de l'histoire.
L'un des rares à avoir vu le potentiel de Curry fut Trevor Schlenk, assistant des Warriors, pilier de leur dynastie. En 2018, Schlenk fut nommé directeur général des Hawks, avec pour mission de recréer ce succès depuis zéro. Cette année-là, les Hawks avaient le 3e choix du draft. Leur plan était clair, trouver le nouveau Steph Curry. Au draft, ils sélectionnèrent Luka Doncic, MVP de l'Euroleague. Mais l'histoire prit un tournant inattendu. Dallas, avec le 5e choix, choisit Trae Young. Et quelques minutes plus tard, un échange fut annoncé. Luka partirait aux Mavericks, tandis que les Hawks obtiennent Trae Young plus un premier tour du draft suivant. À l'époque, ça paraissait un échange équitable, mais personne ne savait que ce simple mouvement scellerait une comparaison éternelle, une rivalité inévitable. Depuis, tout ce que faisait Trae était analysé à l'aune des exploits de Luka, et cela devint une condamnation silencieuse pour sa carrière. Quelques mois plus tard, le moment de vérité arriva. La Summer League. Trae débuta avec les Hawks devant un public avide. Première possession, il sort d'un écran et tente un triple. Rien. Le silence fut brutal. Il réessaie depuis le logo. Raté. Le public qui l'attendait avec impatience commence à douter. Les réseaux sociaux s'enflamment. Bill Simmons, qui l'avait tant loué à l'université, fut cinglant. Il a un énorme potentiel pour être un échec. Il pourrait être hors de la ligue dans 6 ans. Et du jour au lendemain, Trae passa du statut d'élu à celui de cible. La Summer League était sa première grande épreuve. Le public voulait voir Trae Young déchaîner la même magie qu'à Oklahoma. Première action, sortie d'écran, jump shot, le ballon ne touche même pas le cercle. Un mauvais tir peut arriver à n'importe qui. Mais il tente encore depuis le logo et échoue de nouveau. La déception est immédiate. L'opinion publique, qui l'adorait quelques mois auparavant, lui tourne le dos en minutes. Bill Simmons, qui l'avait mis au-dessus de Magic Johnson, déclare maintenant « Il a un réel potentiel d'échec total. Il pourrait être hors de la ligue en 6 ans. » Jalen Rose, Jay Williams, les analystes d'ESPN, tous d'accord, il est petit, on peut le pousser. Il n'a pas le physique pour la NBA. Et pire encore, le début de sa saison rookie semblait donner raison à ses détracteurs. Trae shootait à un pauvre 35% au tir, perdait 4 ballons en moyenne par match et sa défense était constamment attaquée. Ce qui se passait en réalité, c'est qu'il n'avait pas un mauvais départ. Il était simplement comparé à Luka Doncic. C'était sa véritable punition. Luka explosa dès le premier jour, rendant tout ce que Trae faisait moindre. Et comme les deux étaient liés par cet échange du draft, la haine dirigée vers Luka se déversa directement sur Trae. Mais tout changea une nuit de janvier 2019. Contre les Trail Blazers, quelque chose s'enclencha. Il commence le match avec un lay-up parfait, timing chirurgical devant la défense. Et il ne s'arrêta plus. Il finit le match avec 30 points, 73% au tir et 50% à 3 points. Personne ne l'avait vu venir. Personne n'était prêt pour cette version de Trae Young. Depuis ce match, quelque chose cliqua. Son pourcentage au panier passa de 35% à un impressionnant 47% dans la deuxième moitié de la saison. Il remporta le titre de Rookie du mois en février. Il termina deuxième du vote du Rookie de l'année juste derrière Luka. Et lorsqu'on lui demanda comment il avait opéré ce changement radical, il fut clair. Je crois que les gens ne comprennent pas à quel point c'est difficile d'avoir 19 ans et de mener des hommes adultes avec famille, enfants, responsabilités. C'est un processus. Je suis reconnaissant d'avoir appris dans l'échec. Trae avait survécu au jugement le plus dur, celui du hype injuste et des critiques impitoyables. Et pourtant, il tenait encore debout. La transformation de Trae ne fut pas seulement statistique. Elle fut émotionnelle, symbolique. Dès sa deuxième saison en NBA, il devint chouchou du public. Il reçut plus de 2,8 millions de votes pour le All-Star Game. Une folie. Être titulaire au All-Star n'était pas qu'une validation. Pour Trae, c'était un rêve d'enfant. J'ai grandi en regardant ce match, rêvant d'y être considéré comme l'un des meilleurs de la ligue. Dès ma deuxième année, c'est une bénédiction, confessait-il, sourire aux lèvres, témoignage d'effort et de reconnaissance. Mais alors que tout semblait aller vers le haut, un nouveau coup tomba. Avec les Jeux Olympiques de Tokyo en ligne de mire, Trae, déjà sélectionné en U18, s'attendait au moins à être convoqué pour le camp d'entraînement. Il ne demandait pas à démarrer, juste une chance d'apprendre auprès des meilleurs. Steph, Dame, les grands. Mais il ne se contenta pas d'être laissé de côté dans la sélection finale. Il fut exclu de la liste des 44 présélectionnés. Il ne reçut même pas l'invitation au camp. Le message était clair. Tu n'es pas matériel pour représenter le pays. Et oui, ça l'a blessé. Évidemment, ça m'a fait mal de ne pas être dans cette liste. Je sentais que je le méritais, admit-il, la voix tremblante.
Et même si jamais dit officiellement, beaucoup supposèrent que sa taille et son physique trop léger furent les raisons de son écart. Mais ce ne fut pas la dernière déception. En 2021, avec les Hawks en play-off pour la première fois, Trae espérait retourner au All-Star. Mais cette fois, il ne fut même pas sélectionné comme titulaire. Ce n'était pas la fin du monde. Il restait les votes des coachs pour les remplaçants. Et le match se jouait à Atlanta, sa maison. Tous pensaient qu'au moins là, il aurait sa place assurée. Mais quand Shams Charania publia la liste des réservistes sur Twitter, son nom était absent. Trae Young, l'un des joueurs les plus explosifs de la ligue, avait été complètement ignoré. Quand on lui demanda ce qu'il ressentait, il répondit avec incrédulité « C'est confus, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas là ». Et lorsqu'on lui demanda s'il était fâché, il haussa les épaules. Il ne voulait même plus entrer dans ce jeu. Et pour ne rien arranger, peu après, on lui proposa d'entrer au All-Star en remplacement de Kevin Durant ou Anthony Davis. Mais Trae déclina l'invitation. Il préféra utiliser ce repos pour se concentrer sur son équipe et améliorer son jeu. Ce geste disait tout. Il ne voulait pas être une seconde option. Il voulait mériter sa place sur le terrain, avec ses points, ses passes, son leadership, pas par défaut. Trae avait misé sur son équipe. Et le pari fut parfait. Les Hawks terminèrent la saison 2021 5e à l'Est. Pour la première fois depuis son draft, Trae Young était en play-off. L'adversaire, les New York Knicks. Le décor, le Madison Square Garden. Le plus grand théâtre du basket. Le plus grand défi pour des débuts. C'est excitant d'être ici après quelques années de reconstruction, disait Trae, les yeux brillants. Le Game 1 fut une guerre. À 10 secondes de la fin, le score était à égalité, 105 partout. Atlanta avait la possession. C'était le moment. Le ballon était entre les mains de Trae. Avec déjà 30 points, il prit ses responsabilités. Isola Frank Ntilikina, le meilleur défenseur adverse. Quelques dribbles entre les jambes, feinte, le dépasse, attaque avec détermination. Julius Randle tente de le bloquer, mais Trae envoie le ballon au-dessus avec une douceur impeccable. La balle rentre. Hawks +2. Temps mort Knicks. Et alors que le Garden se taisait, Trae regarda le public et lâcha la phrase qui deviendrait virale. « It's quiet as fakes in here ». Atlanta gagna le match. Le Madison, habituellement bruyant, était sous le choc. Trae le savait et ne s'en cachait pas. Sur le chemin des vestiaires, il continua de provoquer. C'était très calme, hein? Très calme là-dedans. Beaucoup pensèrent qu'il avait déclenché le conflit avec les fans new-yorkais. Mais dans une interview avec Draymond Green, il clarifia ce qui s'était réellement passé. Il restait 10 minutes dans le premier quart et tout le stade criait « F. Trae Young ». Qu'est-ce que je suis censé faire? Je suis juste en train de jouer. La haine à son égard n'était pas nouvelle. À l'université déjà, les fans de l'Alabama se moquèrent de sa peur des oiseaux, avec des pancartes à pigeons et des bruits d'oiseaux chaque fois qu'il allait à la ligne. Mais ce qui se passa à New York atteignait un autre niveau. Le maire Bill de Blasio interrompit une conférence de presse officielle pour lui adresser un message direct. « Oui, le maire. Ceci concerne le basket, dit-il. Trae joue de la manière correcte. Comme le dit Steve Nash, ce n'est pas du basket. Apprends à bien jouer et peut-être gagneras-tu. » Un homme politique s'en prenant publiquement à un joueur, ça en dit long sur l'impact que Trae avait. Le problème était clair. Il était devenu le vilain parfait. Et pour lui, loin de le déranger, ça commençait à lui plaire. Ce que le maire de Blasio mentionnait dans son message ne venait pas de nulle part. Il parlait d'un geste précis. Trae sort d'un pic, piège le défenseur dans ce que l'on appelle le mettre en prison, une action totalement légale, et au moment où il sent le contact, il saute et subit la faute. Un geste intelligent, calculé et absolument dans les règles, mais cela n'empêcha pas Steve Nash de hurler depuis le bord du terrain. Ce n'est pas du basket, ce type de jeu où Trae utilise sa ruse pour manipuler le contact et obtenir des fautes, suscite beaucoup de rejets, même parmi les joueurs. On l'accuse de jouer sale, de dénaturer le jeu. Beaucoup de fans le haïssent pour ça. Ils affirment qu'on ne peut plus défendre avec intensité en NBA car des joueurs comme lui en profitent. Mais au fond, la vérité est simple. Trae cherche seulement à gagner. Si les arbitres autorisent ce style, pourquoi ne pas l'utiliser? Comme il le dit lui-même, j'ai toujours été compétitif. Depuis que je me souviens, je ne peux pas m'en empêcher. Cette compétitivité se manifesta encore plus lors du deuxième match contre les Knicks. Trae allait tirer ses lancers et le Madison explosa en moquerie sur ses cheveux. Oui, ses cheveux, bruit, blagues, pancartes sur sa calvitie naissante. Et ce n'était pas la première fois qu'on l'attaquait sur son apparence. Sur Internet, on trouve des commentaires comme « Il a la face la plus frappable de la NBA. Je le hais pour son look et sa démarche. » ou « Pourquoi ne se trouve-t-il pas un bon barbier ?» La haine, souvent, n'a même pas de raison sportive. Mais Trae, comme toujours, ne se laissa pas distraire.
Game 5. Les Hawks mènent la série 3-1. Il leur suffit d'une victoire pour éliminer les Knicks. Et ce jour-là, au Madison, Trae lança le triple décisif. Le ballon rentra parfaitement. Et il fit une révérence face à tout le stade. Oui, une révérence. Comme s'il venait de clôturer un spectacle, devant un public furieux. Les fans sortirent dans la rue pour crier son nom, pas précisément avec tendresse, pendant que les Hawks fêtaient. Peu après, JQ publia un article le baptisant officiellement le nouveau super vilain de la NBA. Ce gamin qu'on disait trop petit, qui n'aurait jamais été une star, venait de détruire les rêves de la ville la plus bruyante du basket, et il l'avait fait en souriant. On disait qu'il serait un échec, mais malgré tant de haine, Trae Young et les Hawks atteignirent les finales de la conférence Est. Bien qu'ils finissent par s'incliner face aux Milwaukee Bucks, nul ne pouvait nier l'évidence. Trae était déjà une superstar. Oui, il gagna la haine éternelle des fans de New York, mais le reste de la NBA commença à le regarder autrement. Son image de vilain le transforma ironiquement en idole. Il tripla ses votes pour le All-Star par rapport à l'année précédente et fut de nouveau élu titulaire. Et ce n'est pas tout. Les médias changèrent d'avis, les coachs aussi, et même ses propres coéquipiers. Il fut nommé au 3e All-NBA Team, le plaçant officiellement parmi les 15 meilleurs joueurs du monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Trae signa une saison historique. Il domina la ligue en points totaux et en passes décisives totales. Un exploit que seul un autre joueur dans l'histoire, Nate Archibald, avait accompli auparavant. Avec ce niveau, même une équipe limitée comme les Hawks retrouva les playoffs. Mais cette fois, l'adversaire était le Miami Heat, premier de l'Est. Et le souci était clair. À part Trae, Atlanta ne disposait d'aucune pièce All-Star. Miami le savait. Ils se concentrèrent exclusivement sur le neutraliser. Et ça marcha. Trae finit la série avec un misérable 18% à 3 points. Les Hawks furent éliminés en 5 matchs. Ce fut un coup dur et le résultat fut un bouleversement en direction. Trevor Schlenk, l'homme qui avait parié sur Trae dès le draft, démissionna. À sa place arriva Landry Fields, ancien joueur NBA et scout des Spurs. Landry avait un objectif clair, construire autour de Trae, parce qu'il était évident qu'ils avaient un talent générationnel entre les mains. Ils bougèrent agressivement, envoyant 3 choix de draft plus Danilo Gallinari à San Antonio, en échange de l'All-Star de Dejounte Murray. Le décor était planté pour une nouvelle explosion de Trae, et avec la Coupe du Monde FIBA 2023 à l'horizon, on espérait enfin le voir sélectionné pour l'équipe américaine. C'était un tournoi souvent réservé aux joueurs jeunes, et Trae avait déjà prouvé son niveau. Mais encore une fois, les choses ne se passèrent pas comme prévu. Malgré une moyenne de 27 points et 10 passes avant le All-Star Break, il ne fut pas élu titulaire. Et à nouveau, il dépendait des votes des entraîneurs. Pire encore, une enquête anonyme publiée par The Athletic demanda à 54 joueurs qui est le joueur le plus surévalué de la NBA. La réponse majoritaire fut directe et cruelle, Trae Young. Trae ne fut pas sélectionné comme remplaçant au All-Star 2023. Et, aussi incroyable que cela puisse sembler, les choses pouvaient encore empirer. Malgré la présence de 2 joueurs de calibre All-Star, les Hawks arrivaient à la pause All-Star avec un maigre bilan de 29 victoires et 30 défaites. Ce rendement médiocre coûta sa place à l'entraîneur Nate McMillan. Ce n'est pas rare qu'un coach soit limogé en pleine saison morose, mais ce n'était pas le premier depuis l'arrivée de Trae, c'était le 2e. Et à partir de là, un surnom gênant circula, Coach Killer. Le premier fut Lloyd Pierce, engagé en 2018, la même année où Trae fut drafté. Pierce était largement respecté comme l'un des meilleurs développeurs de jeunes talents. Il était parfait pour une équipe en reconstruction comme Atlanta. Mais le conflit entre eux éclata. La veille de Noël 2019, les Hawks affrontèrent les Cavaliers. Il restait 5 secondes et Atlanta perdait de 3 points. Ils avaient besoin d'un jeu pour égaliser. Lloyd demanda un temps mort et conçut une action. À la surprise générale, Trae fut chargé de sortir la balle au lieu de la recevoir. Le plan, Young se déplacerait depuis un coin après un écran pour tenter un triple. Mais le défenseur, Colin Sexton, anticipa. Trae finit par lancer un triple forcé de presque 10 mètres. Il échoua. Le match se termina. Plus tard, on lui demanda s'il préférait sortir la balle ou la recevoir dans ces moments clés. Sa réponse fut diplomatique, mais révélatrice. Ce n'est pas ce que je veux, c'est ce que l'entraîneur veut. Des années après, en évoquant cette relation, Trae fut plus honnête. Je pense que le souci avec Lloyd est qu'on l'avait amené comme entraîneur de développement. Et moi, je voulais gagner. Ces 2 choses ne vont pas toujours ensemble. Pierce se concentrait sur bâtir pour l'avenir. Trae voulait rivaliser dès maintenant. Et cette déconnexion, inévitablement, précipita le licenciement du coach le 1er mars 2021. Son remplaçant fut Nate McMillan, assistant expérimenté de l'équipe.
En réalité, Nate pensait déjà à la retraite, mais l'impulsion du run en playoff le fit changer d'avis. Voir comment on est arrivé jusqu'au final de conférence m'a redonné l'envie de continuer, déclarait-il par la suite. Avec lui, Trae avait un nouveau mentor, et Atlanta semblait avoir retrouvé sa direction, du moins pour un temps. Après les finales de conférence, Nate McMillan décida de rester. Il n'en avait pas immédiatement la conviction. Il ignorait s'il voulait continuer à entraîner, mais le succès de cette jeune équipe, l'atmosphère, l'énergie lui rendirent l'envie. Il signa alors comme entraîneur principal pour 4 ans, mais ce qui ressemblait à une union idéale devint une relation compliquée. Nate est un coach de l'ancienne école. Il a joué 12 ans en NBA avec les Seattle Supersonics. Il prit sa retraite en 1998, l'année de la naissance de Trae. Il entama sa carrière d'entraîneur comme assistant, gravissant les échelons jusqu'à devenir une référence. Son style, rigide, direct, mentalité de gagner maintenant. Cette approche, parfaite en 2021, commença rapidement à entrer en conflit avec la vision de jeu de sa star. Décembre 2022, Trae traînait des douleurs à l'épaule. Avant un match important contre Denver, Nate lui demanda s'il viendrait à l'entraînement du matin. Trae répondit négativement. Il voulait se concentrer sur sa rééducation pour être au top le soir. Mais McMillan n'accepta pas. Il lui dit que s'il ne venait pas à l'entraînement, il devrait commencer sur le banc ou ne pas jouer du tout. Exaspéré par cette attitude, Trae choisit de ne pas jouer ce jour-là. Non par caprice, non par ego, mais comme protestation silencieuse contre un style de leadership qu'il ressentait comme autoritaire. Cette différence de mentalité, jointe au bilan médiocre de l'équipe malgré la présence d'une autre star comme DeJounte Murray, entraîna le limogeage de McMillan. Encore un coach licencié sous l'ère Trae Young. Et encore des murmures, c'est un coach killer. Mais pour beaucoup, cette narrative n'a aucun sens. Trae le dit clairement. Je ne comprends pas cette narration. Elle est ridicule. Je veux juste gagner. Et l'équipe le soutint. Car, comme en 2021, après le départ de l'entraîneur, les Hawks se réveillèrent. Ils retournèrent en play-off, cette fois face à Boston. Au 5e match, la série étant 3-1 contre eux et l'équipe menant d'1 point, le ballon revint dans les mains de Trae. 4 secondes au chronomètre. Trae dribble depuis le logo des Celtics, se lève et déclenche le tir. Boum! Triple sur Jaylen Brown. Atlanta remporte le match et force un 6e match. Encore une fois, le gamin qu'on disait pas fait pour ça réduisait au silence tous ses détracteurs. La saison 2023 démarra avec des attentes modestes. Beaucoup voyaient les Hawks comme une équipe de play-in. Mais Trae Young, encore une fois, endossa le poids de l'équipe et les mena jusqu'au play-off. Même s'ils tombèrent au 6e match, Trae prouva qu'il n'était pas un échec, ni une expérience ratée. En 5e année dans la ligue, il s'imposa comme une vraie superstar, un meneur capable de porter une équipe entière. Il lui faudra juste les pièces adéquates autour pour peut-être se battre pour le titre. Et avec la Coupe du Monde FIBA à l'horizon, Trae nourrissait l'espoir d'être enfin appelé en équipe des États-Unis. À l'opposé de nombreuses figures qui déclinent les sélections internationales, Trae voulait y être. Lorsqu'on lui demanda s'il souhaitait représenter son pays, il fut clair. Bien sûr que je le veux. C'est à eux de décider s'ils me veulent. Mais j'adorerais jouer avec d'autres grands et montrer encore plus ma vision. Je n'ai pas besoin de beaucoup marquer, juste d'être là si on a besoin de moi. Je respecte les vétérans, je sais qu'il y a des tours, mais je pense que je devrais y être. Mais ce qu'il se passa fut tout simplement incompréhensible. Il fut exclu. Il ne fut même pas invité au camp d'entraînement. Sans raison officielle, sans explication. Encore une fois, la porte se ferma devant lui. Trae resta abasourdi et déçu. Il voulait représenter son pays. Il voulait se battre pour une médaille d'or, comme il l'avait fait en 2018 avec l'équipe U-18. L'ancien NBA et analyste Gilbert Arenas l'énonça sans filtre. C'est honteux. Tu as une superstar qui veut être là, et on le rejette simplement en disant qu'il ne convient pas. Comment sais-tu qu'il ne convient pas si tu ne lui donnes même pas sa chance? Ne me juge pas à mon jeu en club. Laisse-moi te montrer ce que je peux faire aux côtés des meilleurs. Et le plus frustrant, c'est qu'en dépit de toutes les portes fermées, Trae continue de progresser. Lors de la saison 2024, plusieurs figures de la ligue ont reconnu son évolution. L'un d'eux, Paolo Banchero, star des Orlando Magic, souligna un aspect du jeu de Trae que beaucoup méprisaient, sa défense. « J'ai cessé de l'attaquer », avoua Paolo. Mais qu'entendait-il? Tu vois, en play-off, il est courant que les équipes attaquent les joueurs les plus petits. Cela arrive à Steph Curry. Ils essaient de forcer le 1 contre 1 et d'exposer leurs défenseurs. Trae subit cela depuis des années. Même Bleacher Report l'a qualifié de pire défenseur de la NBA. Pourtant, tout change. Il était évident que les Magic essayaient de l'attaquer, mais cette fois, Trae tint bon. Sa défense, longtemps critiquée, montra une amélioration notable. Paolo Banchero l'expliqua mieux que personne. Comme tu l'as dit, avec ses aides défensives, il me piégeait.
Et ensuite, il était déjà de retour à sa place. Il a fait un super travail. Mais même avec cette évolution, les vieilles blessures refaisaient surface. Pour la 3e année consécutive, Trae fut ignoré comme remplaçant au All-Star. Les 30 entraîneurs de la ligue ne votèrent pas pour lui, et cela provoqua l'indignation. Des joueurs très en vue, même LeBron James, vinrent à sa défense sur les réseaux sociaux. Le respect de ses pairs devenait évident, même si les votes disaient le contraire. Mais cette fois, le destin lui donna une nouvelle occasion. Une blessure ouvrit une place au All-Star Game et Trae accepta l'invitation, officiellement 3 fois All-Star. Et ce n'est pas tout, il fut également inclus dans la liste des 41 joueurs du camp d'entraînement pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Enfin, son rêve de s'entraîner et de rivaliser avec les meilleurs de la NBA était plus proche que jamais. Mais pour Trae, une chose pèse plus que les trophées ou les votes. Je ne me concentre pas sur le négatif, ni sur les rumeurs fausses. Je suis focalisé sur mon équipe et surtout sur ma famille. Maintenant que j'ai un fils, je veux faire les choses bien, que quand il grandisse, il voit que son père a fait ce qu'il fallait. Ce désir d'être un exemple le poussa à inaugurer le Young Family Athletic Center à Norman, Oklahoma, un lieu dédié à former de jeunes talents, tout comme il l'avait été des années plus tôt. C'est curieux comme les médias peignent Trae Young comme un vilain, comme quelqu'un de problématique, impossible à coacher, comme s'il ne devait jamais devenir une star. Mais la réalité est autre. Trae a vaincu chaque obstacle, chaque critique, chaque stéréotype. D'un arrière maigre ayant échoué au camp des Bahamas, à devenir un meneur All-NBA, un leader, un père, une référence. Et le meilleur, c'est qu'il n'a pas encore atteint son sommet. Si tu veux continuer à découvrir des histoires comme celle-ci, YouTube te recommande une vidéo à ne pas manquer. Clique et laisse le jeu continuer de te surprendre.